Bienvenue chers auditeurs, merci pour votre fidélité et pour être encore à nos côtés. Ensemble, nous poursuivons notre voyage vers la fin des années 70 pour explorer ce que le monde de l'arcade nous réservait. Et aujourd'hui, on ouvre ensemble les pages du Playmeter d'avril 1979 pour voir un peu ce qui se passait dans l'industrie américaine à ce moment-là. Exactement. Et avril 79, c'est pas n'importe quel moment. Ah non, c'est clair. Faut se souvenir du contexte, hein. On est en pleine crise énergétique à cause de la révolution iranienne. Aux États-Unis, ça se traduit comment concrètement? Bah, les prix du pétrole qui flambent, les files d'attente monstres dans les stations-service, c'est une pression énorme sur toute l'économie. Et donc sur les exploitants d'arcade aussi, forcément. Oui, directement. Leur charge augmente, l'électricité pour les machines, le carburant pour les tournées de maintenance et de collecte. C'est un climat assez tendu, économiquement parlant. C'est important de l'avoir en tête. Alors, notre mission aujourd'hui, on va essayer d'extraire l'essence de ce numéro d'avril 79. On va regarder les actus, les stratégies business dans ce contexte difficile, les nouveaux jeux qui sortaient. Et même quelques débats internes qui agitaient le milieu. Alors c'est parti pour cette exploration. Alors, au-delà de l'énergie, il y avait d'autres pressions sur l'industrie, réglementaires notamment. En Floride, par exemple, Ah oui, qu'est-ce qui se passait en Floride? il y avait une proposition de loi, la HB36, et elle a donné quelques surfroides aux opérateurs. L'idée, c'était d'imposer des compteurs sur les distributeurs de cigarettes. Bon, ça concerne pas directement l'arcade, mais Non, mais attendez, il y avait aussi l'idée de vignettes d'identification payantes pour tous les distributeurs automatiques, y compris les jeux. Et c'était 5 $ par vignette. ah oui, là ça touche directement. 5 $ par machine, quand on a un parc, ça commence à chiffrer sérieusement. Exactement. Mais l'assaut local, la FAMA, a bien réagi. Ils se sont mobilisés? Oui, et assez efficacement. Ils ont réussi à faire annuler l'obligation d'installer ces compteurs, qui coûtaient cher, et aussi la taxe de 5 $. Ah, bonne nouvelle pour eux. Oui, une belle victoire. Bon, le principe des vignettes d'identification, lui, est resté, mais sans la taxe. Ça montre bien l'importance de ces associations pro pour défendre le bout de gras, quoi. Et ce n'était pas le seul front juridique, si j'ai bien compris. Non, l'AMOA, l'association des opérateurs de jukebox, était aussi en pleine bataille. Contre qui? Contre le Copyright Royalty Tribunal, une instance fédérale, le tribunal voulait les obliger à fournir les listes complètes d'où étaient installés tous leurs jukebox. Ah ouais, hein? Et pourquoi ils refusaient? Pour deux raisons principales. D'abord, la confidentialité. C'est des infos commerciales sensibles, l'emplacement de tes machines. Logique. Et puis, la charge de travail. Imaginez devoir collecter et tenir à jour en permanence la localisation de milliers de jukebox. C'était énorme. Du coup, ils ont lancé une levée de fonds pour attaquer la décision en justice. On sent une tension sur la réglementation, les coûts administratifs. Et côté musique, la nouvelle loi sur le copyright, ça commençait à se faire sentir. Carrément. La loi de 76, on voit BMI, par exemple, une grosse boîte de gestion de droits d'auteur, Oui. qui attaque l'université de Harvard en justice pour utilisation de musique protégée sans licence pendant des événements publics. Même Harvard? Oui, ça montre que les ayants droit devenaient plus vigilants, quoi. D'accord. Et économiquement, il y avait un autre gros truc qui se préparait. Ah oui, la fameuse nouvelle pièce d'1 $. La Suzanne B. Anthony. Prévue pour quand? Pour juillet 79. Et là, toute l'industrie était sur le qui-vif. Les boîtes comme Abbott ou Standard Changemakers sortaient déjà des compteurs et des changeurs adaptés. Standard Changemakers, ils annonçaient même des ventes en hausse de 25%, c'est ça? 25% sur les 6 derniers mois. C'est un signe très clair, les opérateurs investissaient pour être prêts. Personne voulait se retrouver avec des machines qui n'acceptent pas la nouvelle pièce. D'ailleurs, Abbott a même changé de nom, j'ai vu. Ils ont laissé tomber Coin Control Company. Exactement. Pour devenir Abbott Inc., signe qu'ils élargissaient leur offre pour gérer toute la chaîne de traitement de cette nouvelle monnaie, pas juste le comptage. Donc, face à tout ça, l'énergie, la paperasse, la nouvelle pièce, les opérateurs devaient trouver des stratégies. Et un thème qui revient beaucoup dans Playmeter, c'est les salles d'arcade dans les centres commerciaux. Ah oui, c'est un gros dossier ce mois-là, avec cette interview de John Dougherty, un consultant spécialisé là-dedans. Oui, très intéressante cette interview. Qu'est-ce qu'il recommande en gros? Alors, plusieurs points clés. D'abord, bien choisir son centre dev. Viser les grands centres régionaux, ceux qui sont clos. Parce que ça draine plus de monde et un public plus varié. Pas que des ados. D'accord. Et ensuite? Ensuite, et c'est assez révélateur de l'époque, l'importance de l'apparence. Il insiste, faut un beau design pour la salle, et même des uniformes pour le personnel. Des uniformes?
Pourquoi donc? Bah pour l'image, justement. Pour avoir l'air plus pro, ça rassurait les gestionnaires des centres commerciaux. Faut pas oublier qu'ils étaient souvent un peu méfiants vis-à-vis des salles d'arcade à l'époque. L'image était pas toujours top. C'était une façon de montrer patte blanche, quoi. Exactement. Montrer que l'arcade pouvait être une activité respectable, bien gérée. C'était un vrai effort pour changer cette perception. Et financièrement, s'installer là, c'était jouable. C'était un gros investissement. Doherty parle de loyer de base, 15 à 20 $ le pied carré par an. Ah oui, quand même, hein. Et attends, c'est pas tout. Faut ajouter les charges communes du centre, genre 5 $ de plus par pied carré. Et très souvent, il y avait un pourcentage sur le chiffre d'affaires brut à négocier. Un pourcentage, hein? De combien? En général, entre 10 et 15%. Donc oui, il fallait vraiment une gestion hyper rigoureuse pour que ce soit rentable. Il donne une idée de la taille idéale? Oui, entre 2000 et 4000 pieds carrés. Ça fait entre 185 et 370 mètres carrés environ. De quoi mettre 30 à 80 machines. Et il dit un truc intéressant sur les petits opérateurs locaux par rapport aux grosses chaînes. Oui, il remarque que même si les indépendants avaient parfois plus de mal à obtenir les garanties pour signer des baux longs, lui, il conseille 10 voire 20 ans pour amortir. Ce qui est énorme. Oui, c'est long. Eh bien, même avec ça, leur avantage, c'était leur présence sur place, leur réactivité. Ça pouvait jouer face à une chaîne nationale, parfois vue comme plus impersonnelle par les proprios des centres. Le côté local, ça pouvait aider. Ce qui est fou, c'est de voir comment l'attitude des centres commerciaux changeait. 10 ans avant, c'était quasi impossible d'y ouvrir une salle. Et là, Et là, ça devenait une vraie stratégie. Plusieurs articles le confirment. Les centres se modernisaient, s'agrandissaient. Ils cherchaient de nouvelles attractions. Et l'arcade, surtout avec les jeux vidéo qui attiraient un public plus large, commençait à être vu comme un locataire intéressant. L'image s'améliorait doucement. et une fois qu'on avait le local, comment on l'aménageait au mieux? Il y a une comparaison assez sympa dans le magazine. Ah oui, la salle d'arcade vue comme une épicerie en grande. C'est du merchandising en fait. L'idée, c'est de mettre les jeux vidéo et les nouveautés bien flashy, les produits d'appel, Juste à l'entrée pour alpaguer le client. voilà, pour attirer l'œil. Et les jeux plus classiques, genre flipper, jeux de table, considérés comme les produits de base pour les habitués, On pouvait les mettre plus au fond. c'est ça. Créer un parcours, quoi. Et penser à l'espace, des allées larges pour pas que les gens se sentent écrasés. Surtout si on vise aussi les adultes, les familles. Et il y a d'autres conseils pratiques. Bien placer les changeurs de monnaie. Un article dit même que ceux qui prennent les billets de 5 $, ça augmente les recettes. Mhm. Créer des zones pour les plus petits aussi, avec des manèges pour attirer les familles. Et bien sûr, gérer le bruit pour pas se fâcher avec les voisins commerçants. C'est tout un art. Et cet art, ça va jusqu'à la gestion des machines elles-mêmes. Il y avait débat apparemment. Oui, entre opérateurs. Qu'est-ce qui vaut mieux? Faire tourner souvent les jeux entre différents sites pour garder une impression de nouveauté partout, ou alors acheter systématiquement les toutes dernières nouveautés pour un endroit donné? J'imagine que la question de la dépréciation rapide des jeux vidéo jouait là-dedans. Oh que oui. L'exemple de Seawolf est cité. Un carton énorme, ce jeu. Mais sa valeur à la revente a chuté de manière spectaculaire très vite. La techno évoluait si vite. Les succès étaient parfois courts. Exactement. Donc, savoir quand acheter, quand déplacer et surtout quand vendre une machine, ça devenait une compétence clé, un vrai jonglage entre attirer les joueurs et préserver son capital. Et cette professionnalisation de la gestion, c'était aussi le thème du séminaire Hameau à Notre-Dame, qui a eu beaucoup de succès cette année-là. Oui, record d'affluence, 119 participants. Signe que les opérateurs cherchaient vraiment à se former. Les sujets étaient très concrets. Analyser ses coûts, les fixes, les variables, les semi-variables, calculer son retour sur investissement. Ils ont même calculé un ROI moyen pour les participants présents, Oui, 16,6%. 16,6%. C'était bien en 79, avec l'inflation qui montait. D'après les intervenants, c'était honorable, mais il y avait moyen de faire mieux. Justement, avec l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie, il fallait optimiser à fond. Donc le séminaire parlait aussi de De gestion du temps, de management des techniciens, de l'utilisation d'outils comme les talkie-walkie pour être plus efficace sur le terrain. On est loin de l'image du petit opérateur artisan des débuts, hein. cette volonté de se professionnaliser, ça touche aussi l'image de l'industrie. Un point sensible, et Roger Sécharpe, dans sa chronique, n'y va pas de main morte. Ah non, lui, il pousse un vrai coup de gueule. Sa chronique s'appelle « Cleaning House », faire le ménage. Il dénonce les salles négligées,
Sale, mal éclairée, trop bruyante, avec des gens en panne ou mal réglés. Et il dit que ça nuit à tout le monde. Exactement, que ces mauvais exemples plombent la réputation de toute la profession. Et ça rend le travail de ceux qui essayent d'améliorer l'image encore plus dur. C'est un appel à plus de professionnalisme. Il propose des solutions? Oui, il encourage les initiatives locales positives. Organiser des tournois, des promos, créer des liens avec les assos du coin, sponsoriser une équipe de jeunes. En gros, s'intégrer dans la vie locale, montrer un visage plus sympa, plus responsable. Sortir du cliché, quoi. Voilà. Et cette inquiétude sur l'image, on la retrouve aussi dans le courrier des lecteurs, à propos d'un film qui sortait, Tilt. Ah oui, Tilt. Ça parlait de Flipper. Oui, l'histoire d'une jeune prodige du flipper un peu rebelle. Mais le film associait ça à des ambiances un peu louches, des histoires de jeux d'argent. Du coup, certains opérateurs écrivent à plémiteur, ils ont peur. Peur de quoi? D'une mauvaise pub. Oui, peur que ça renforce les clichés négatifs, que ça leur pose des problèmes avec les autorités ou avec les proprios des centres commerciaux, justement. Mais tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Qui cite les paroles de la chanson du film Pinball, That's All, qui, ironiquement, présente plutôt bien le flipper. Donc, débat. Et concrètement, pour lutter contre les interdictions qui restaient, l'industrie faisait quoi? Et ben, Stern Electronics a eu une initiative intéressante dans ce numéro. Ils ont passé une annonce Pour demander quoi? pour demander aux opérateurs de leur signaler toutes les villes ou régions où les flippers étaient encore interdits ou soumis à des règles très strictes, genre interdiction des parties gratuites. Et le but, c'était quoi? C'était de compiler tout ça pour monter une action collective, s'appuyer sur les victoires récentes dans des grandes villes comme Los Angeles, Chicago, New York, où le flipper avait enfin été reconnu comme un jeu d'adresse. Il voulait faire tomber les dernières barrières légales. C'était proactif. Bon, passons aux nouvelles des boîtes. Parce que avril 79, c'était riche en annonces. Chez Bally, par exemple. Bally, ça allait plutôt bien financièrement. Ils annoncent un fractionnement d'actions, une hausse du dividende, des signes de confiance. Même si leur division grand public, les jeux vidéo pour la maison, avait quelques soucis. Mais leur gros truc, c'était Atlantic City, non? Oui, ils préparaient à fond l'ouverture de leur casino-hôtel là-bas, prévu pour l'été. Et côté arcade, ils misaient sur le flipper Star Trek, lié au film qui allait sortir. Et chez Atari. Le fondateur Nolan Bushnell, il prenait ses distances. Oui, Nolan Bushnell quittait la présidence d'Atari, qui appartenait à Warner, faut le rappeler. Il partait pour se lancer à fond dans son projet perso, Pizza Time Theater. Ah oui, les restaurants Chuck E. Cheese. Exactement. Le concept qui mélangeait pizza, jeux d'arcade et automates musiciens. Très novateur pour l'époque. Pendant ce temps, Atari sortait enfin 2 jeux très attendus. Le Flipper Superman? Oui, capitalisant sur le succès du film, et aussi le vidéo pinball, un truc un peu bizarre, mi-flipper, mi-jeu vidéo. Hybride. Et Stern, en plus de leur action légale, ils sortaient quoi? Le flipper Trident, avec une innovation remarquée sur les cibles tombantes. Leur nombre pouvait changer pendant la partie, c'était motorisé sous le plateau, pour varier le jeu. Malin. Et ils faisaient aussi la pub de leur outil de diagnostic, le SAM2, pour aider les techniciens à réparer les cartes électroniques plus vite. Un vrai sujet, ça, la maintenance. Et Gottlieb, autre grand nom historique. Eux, ils avaient du succès avec leur flipper Countdown, jugé simple mais addictif. Mais l'ambiance était plus sombre. Pourquoi? À cause du décès de Nathan Gottlieb. C'était pas le fondateur, David, mais son flair. Une figure hyper importante. Il avait dirigé les ventes pendant plus de 40 ans. Une page se tournait pour eux. Donc, beaucoup d'activités chez les grands. Mais les plus petits bougeaient aussi, non? Ah oui, absolument. Il y a eu des transferts intéressants. Paul Jacobs, par exemple, qui était chez Meadows Games, Ceux qui avaient fait Bomber. c'est ça, il est devenu président de VectorBeam, la boîte spécialisée dans les jeux vectoriels, qui lançait d'ailleurs Speed Freak, un jeu de course, signe que ce secteur vectoriel essayait de se structurer. Et on voyait aussi des formats de jeux un peu différents. Tout à fait. Valet sortait un flipper sit-down, le Spectra IV, pour jouer assis. Plutôt pour les bars, peut-être. Midway faisait la pub d'une borne assise compacte pour ses jeux vidéo. Et les tables cocktails? Ça continuait. Allié de Leisure sortait Disco 79, un flipper cocktail. Cinematronics annonçait Starhawk, un jeu spatial vectoriel en 3D assez ambitieux. Zilla avait une table de poker électronique, Ace High aussi en format cocktail. Et il y avait même des jeux de comptoir comme In Between de Computer Kinetics. Ça partait un peu dans tous les sens pour s'adapter aux différents lieux. Sans oublier tous les fournisseurs autour.
Bien sûr. Le magazine parle aussi de Photomaton, toujours là avec ses cabines photo, ou Greenwald qui faisait les monnayeurs, tout un écosystème. Et pour finir, en vrac, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans ce numéro, en dehors des gros titres? Plein de petites choses. Les classements des jukebox, ça donne une idée de ce qui passait à la radio. Les petites annonces aussi, c'est génial. Ah oui, qu'est-ce qu'on y trouve? On voit qu'il y a toujours une demande pour les vieux flippers électromécaniques, les EM, parfois pour collectionner, mais parfois c'est écrit noir sur blanc. C'est pour récupérer la caisse en bois. Sans brague? Pour mettre quoi dedans? Sans doute des jeux plus récents, du recyclage un peu sauvage, quoi. Incroyable! Et techniquement, ça devenait compliqué? Se moque gentiment de l'industrie. Il imagine des interviews où les boss avouent que la maintenance électronique c'est l'enfer, où il invente des jeux bidons. C'est assez drôle. Et pour finir plus sérieusement, des conseils de gestion? Oui, un certain Louis Hohenstein commence une série d'articles. Comment utiliser son bilan comptable comme un outil de pilotage, pas juste un truc administratif. Surtout avec l'inflation qui montait. Des conseils très concrets pour aider les opérateurs à tenir la barre. Eh bien voilà une plongée assez complète dans ce Playmater d'avril 1979. C'est une image vraiment riche d'une industrie en pleine effervescence. Oui, on sent une vraie tension. D'un côté, l'optimisme, l'innovation, l'électronique, la vidéo, le vectoriel, les centres commerciaux comme Nouvelle Frontière. Et de l'autre, les défis mondiaux. La crise économique, l'inflation, la pression des règlements et ce besoin urgent de devenir plus pro, de soigner son image. C'est ça. L'arrivée de la pièce d'1 $, l'électronique qui s'impose partout, même dans les flippers, c'est vraiment un tournant. L'industrie s'adapte, innove, se structure à toute vitesse. Une période charnière, pleine d'énergie, mais aussi d'incertitude. Et ça nous amène peut-être à une petite réflexion pour finir. Tout à fait. Toute cette course à la technologie, à la rentabilité, à l'image parfaite pour plaire aux centres commerciaux, est-ce que ça ne risque pas, finalement, de diluer un peu l'âme du jeu d'arcade? Ce plaisir un peu brut, parfois un peu rebelle, qui faisait venir les joueurs au départ. C'est une bonne question. Est-ce que l'industrie, en cherchant à plaire à tout le monde et à maximiser les profits, n'oublie pas un peu ce qui faisait son sel à l'origine? Qu'est-ce que les joueurs cherchaient vraiment? Et comment l'industrie y répondait, au-delà des chiffres? C'est une question à garder en tête pour nos prochaines explorations de cette époque. Une question à méditer, en effet. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse. Et rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle exploration.